En un peu plus de 10 ans, les produits culturels coréens se sont imposés comme des produits culturels majeurs chez nous. Notamment dans le cinéma, on l'a vu récemment avec K-pop Demon Hunters, mais on se rappelle surtout du raz-de-marée que fut Parasite. Le cinéma coréen, c'est en quelque sorte le cinéma américain en mieux. Un divertissement dans lequel le message social ne s'est pas complètement dissous. Avec son dernier film, Aucun autre choix, qui arrive enfin en France, Park Chan-wook propose lui aussi un film qui fera forcément penser un peu à Parasite par son thème social, bien que ça s'arrête là. Alors, message aux fans de la Corée, ne m'en voulez pas, je vais tout très mal prononcer, je ne connais pas la prononciation du coréen. Dans Aucun autre choix, on suit le personnage de Yoo Man-so. A priori, il a une vie de rêve. Une femme qu'il aime et qu'il aime, deux beaux enfants, Siwan et Riwan, dont la petite qui est un génie du violoncelle, deux magnifiques Golden Retrievers nommés d'après leur petit maître Situ et Ritu, une sublime maison. Alors a priori, tout va bien. Sauf que Yoo Man-so est manager dans une entreprise de papeterie qui a été rachetée par des Américains. Et il va se faire virer pour avoir pris la défense d'ouvriers menacés de licenciement. Et pour garder cette vie de rêve, il va devoir vite retrouver un emploi. Et pour retrouver un emploi, il va devoir se débarrasser de ses concurrents. Vous connaissez sans doute Old Boy ou Mademoiselle, deux films réalisés par Park Chan-wook. Si vous ne l'aviez pas compris en regardant ces films, Park Chan-wook est un immense gauchiste. Il est adhérent et militant pour le principal parti de gauche en Corée qui a été fondé par des syndicalistes. Enfin, il est autant de gauche qu'il est possible de l'être en Corée. Et si j'en parle, c'est parce que ça irrigue son cinéma, et c'est particulièrement vrai dans ce film. Le film, coproduit par les enfants de Costa Gavras, est dédié à celui-ci. Ce n'est pas un hasard puisque le sujet du film est exactement le même que Le Couperet de Costa Gavras, puisqu'il s'agit non pas exactement d'un remake, mais de l'adaptation du même roman. Alors, quand on connaît le cinéma de Park Chan-wook, qu'on lit le synopsis et qu'on a la référence d'origine, ça peut créer un certain nombre d'attentes. Alors, pour qu'on puisse se concentrer sur ce qu'est le film, je vais commencer par vous dire ce qu'il n'est pas. Déjà, le film n'est pas un film à la Kill Bill. Personnellement, en lisant tout ça, je m'attendais à une espèce de slasher, à un enchaînement de scènes sanglantes. Mais ce n'est pas le cas, et finalement, c'est assez logique quand on comprend le point de vue du film. Et ça rejoint d'ailleurs la deuxième chose que n'est pas ce film, un film cathartique. Parce que soyez avertis, vous ne ressentirez pas vraiment de satisfaction dans les actions du personnage, un sentiment de revanche, un sentiment de victoire. Pour parler philosophie, puisque Park Chan-wook a commencé par étudier la philosophie avant de faire du cinéma, c'est un film assez rousseauiste. Il est tout entier sur la manière dont l'homme se pourrit au contact de la société. Bon, je caricature. Et ça, sans être donneur de leçons pour autant. Et avec du grand divertissement. Alors, comment Park Chan-wook réussit-il à faire d'une critique sociale acérée un spectacle réussi et peut-être l'un de ses meilleurs films ? Le cinéma de Park Chan-wook a tout ce qu'il faut pour déplaire à une certaine partie de la critique française, puisque c'est un réalisateur qui soigne sa forme. Or, en France, certains critiques préfèrent quand la forme s'efface complètement. J'aime ça aussi, hein. Mais la forme s'apprécie par rapport au système du film, pas par rapport à des règles fixées par la critique, sinon on tombe dans un nouvel académisme. Formellement, c'est un film d'une très grande maîtrise. Ça commence dès la première séquence d'ouverture, tournée avec un éclairage de studio ultra expressionniste et qui culmine dans la fin de cette séquence avec un soleil couchant sur cette famille. C'est symbolique à plusieurs niveaux. L'éclairage de studio, c'est un artifice de cinéma et ça nous dévoile que ce qu'on voit, c'est la vie rêvée du personnage principal. Et le soleil qui se couche, l'extinction de cette lumière, c'est aussi la fin d'un rêve, un rêve qui s'éteint avant le début de 2 heures de cauchemar. Et j'ai admiré que dans cette séquence d'ouverture, il y ait déjà tous les thèmes et les symboles majeurs du film qui soient présents. Les plantes, la danse, le motif du serpent à travers celui de l'anguille, le violoncelle, la dynamique des relations familiales, les chiens, l'obsession de la réussite. La photographie du film dès cette séquence et pendant tout le film est très significative. Elle évolue tout au long du film. La lumière semble disparaître progressivement. Les dernières images du film sont presque désaturées, beaucoup moins contrastées, un peu fades,
terne avec des teints gris, marron, sous un ciel pluvieux, alors qu'on commence sous un grand soleil, éblouissant, avec des couleurs claires, brillantes. Et le soleil, justement, c'est un élément central du film qui revient à plusieurs reprises. C'est le rêve de cet Icare coréen. Mais le soleil est là justement aussi pour montrer l'aveuglement du personnage face à son objectif, et aussi son incapacité à l'atteindre. C'est d'autant plus fort quand on se rappelle que l'entreprise d'origine dont il a été licencié s'appelle Soleil. Dans le registre des symboles, on a aussi la décadence morale progressive du personnage qui se manifeste à travers la pourriture de sa dent. Il a une dent comme ça qui lui fait très mal. C'est à la fois ses frustrations, sa pourriture morale progressive, tout ce qui le sépare de son rêve. Les plantes aussi ont un rôle symbolique important. Elles sont indifférentes au mal, même elles se nourrissent de la pourriture. Et donc ça prend aussi tout son sens que ce personnage passe son temps à s'occuper de plantes, que lui-même se nourrisse de pourriture. Et à travers ces plantes, il y a une obsession du contrôle, on le voit quand il ligature des bonsaïs, et on sait jusqu'où ça ira, vous comprendrez si vous avez vu le film. Et puisque la forme au cinéma, c'est aussi celle du scénario, de l'écriture, parlons-en. Je mentionnais dans ma critique du film The Mastermind de Kelly Reichardt son refus du fusil de Tchekhov. Je le rappelle, le fusil de Tchekhov, c'est le procédé qui veut que si on a un fusil à l'écran, il faut qu'il serve à un moment dans le film. Et ce qui caractérise justement la qualité de l'écriture de Park Chan-wook, c'est son utilisation contre-intuitive et à rebours, très dissimulée, très subtile, d'un certain nombre de fusils de Tchekhov. Il en dissimule plein, nous amène vers des fausses pistes, et quand il semble en avoir épuisé un, il lui donne une nouvelle utilisation, que ce soit le pistolet, le prix du Pulpman, les dessins de la fille, l'ancienne porcherie familiale, le violoncelle, et je développerai pas davantage pour pas vous gâter le plaisir du film. Mais la forme sans le fond, ça ne vaut pas grand chose. Alors comment Park Chan-wook met-il son talent formel au service du sens? Mais avant ça, un petit message de notre sponsor, Bromure. Bromure vous propose chaque semaine des analyses et des critiques cinéma. Alors si vous aimez son contenu, surtout, n'oubliez pas de le liker, de commenter, de partager et abonnez-vous. Yo Man-so le dit à plusieurs reprises à sa femme et à son fils, ils sont en guerre. En guerre contre qui ? D'autres individus, la société, c'est la guerre de chacun contre tous. Je parlais de Rousseau tout à l'heure, mais la vision anthropologique de Park Chan-wook a beaucoup de Thomas Hobbes. Dans ce film, l'homme est un loup pour l'homme. Eh oui, c'est un film de philosophe. Ce film, c'est l'histoire d'une entreprise de banalisation du mal, la chute d'un homme dans les derniers tréfonds de l'immoralité. Et donc, comme c'est l'enjeu du film, il joue beaucoup sur l'empathie, l'identification du personnage principal à ses concurrents. Le film fait pas comme si c'était simple et comme si on se livrait d'un coup au mal. C'est quelque chose de progressif. L'identification, elle est faite de manière soit frontale, soit symbolique. Par exemple, je vais pas trop vous détailler ces éléments, mais au bout d'un moment, il est témoin d'une scène d'échange entre son premier concurrent et la femme de celui-ci. Et le personnage principal va rejouer ce même dialogue avec sa propre femme, parce qu'il se projette, il s'identifie dans son concurrent. Et si le personnage principal fait cette identification, le spectateur la fait aussi pour lui. Et le réalisateur va en jouer, notamment en créant un parallèle entre la femme du concurrent et la femme du personnage principal. Et ça, j'ai trouvé que dramatiquement, c'était assez malin de la part de Park Chan-wook. Mais je vais pas vous en dire plus, parce que ça vous gâterait un peu le film. Donc ça, c'est pour des parallèles assez frontaux, mais il y a aussi des parallèles plus symboliques. Restons sur le premier concurrent par exemple. On sait que le personnage principal est un ancien alcoolique, et on sait aussi qu'il consacre une part importante de sa vie à ses plantes, auxquelles il accorde un grand soin. Le premier concurrent, lui, est un alcoolique, et il laisse complètement ses plantes se dessécher au soleil. C'est donc un reflet négatif ou un fantôme du personnage principal. Et on retrouve ça dans chacun des concurrents du personnage principal. Le second concurrent par exemple, il a lui-même une fille, et ça aussi, ça fait un parallèle avec le personnage principal et la relation qu'il entretient avec sa propre fille. Le dernier concurrent, lui, il a une histoire qui résonne avec la sienne. Et l'identification du personnage principal à ses concurrents, elle est importante pour plusieurs raisons. C'est pas juste le réalisateur qui se fait plaisir du point de vue du scénario. C'est pas de l'esbrouf symbolique non plus. D'abord, ça permet de bien montrer l'évolution de la moralité du personnage. Les actions qu'il doit accomplir sont difficiles. Le personnage principal n'est pas indifférent au mal.
mal. Et ensuite, ça les met tous sur le même plan. Ces types ne sont pas meilleurs ou pires que lui. Ils ne méritent pas ce qui leur arrive. Et on n'est pas content en tant que spectateur de voir ce qui leur arrive. C'est pour ça que c'est pas comme dans Kill Bill par exemple, où on a un sentiment de revanche. Tout ça, mis bout à bout, ça pourrait faire un film très sombre. Mais Park Chan-wook le saupoudre d'humour noir. Sans trop en dire, il y a une scène avec une musique de fond qui est très forte. Et 3 personnages dans cette scène. Si vous avez vu le film, je pense que là, vous voyez de quelle scène je parle. Personnellement, j'ai trouvé son écriture et son rythme absolument hilarant. Ça utilise des procédés vaudevillesques, ça utilise le quiproquo, et en même temps, ça trivialise et ça tourne en ridicule des scènes qu'on retrouverait dans des films de gangsters. Mais pendant toute cette séquence, finalement, on rit assez jaune, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas d'issue heureuse, satisfaisante. Toutes les issues sont très décevantes moralement. L'humour, c'est justement ce qui rend supportable, ce qui est odieux, mais c'est aussi le rire de l'absurde d'un système qui broie tout le monde. Et au-delà de la comédie, on a aussi la forme du théâtre qui est très présente. En tout cas, du faux, du jeu. Déjà au début, avec l'éclairage de studio. Le personnage principal aussi, dans sa quête tout au long du film, joue plusieurs rôles. Il écrit sur sa main des répliques au feutre rouge. Je pourrais citer aussi la scène du bal en costume, où la femme joue un rôle, ou le rôle qu'elle prend lors de l'échange avec Dong-ho, le père de l'ami de leur fils. Et le rôle de la femme de notre héros, anti-héros plutôt, est aussi assez central dans le film. Parce qu'après tout, quand on est convaincu que la société est pourrie, qu'est-ce qui nous reste comme dernier refuge ? Le dernier refuge contre la société dans ce film, ça semble être la famille. C'est à la fois le moteur du personnage principal, même si on peut en douter à la fin du film, et son seul refuge. Mais lui-même fait pénétrer le poison de la société dans le refuge de son foyer, à la fois symboliquement et littéralement. Mais sur ce point-là, je ne peux pas trop vous en dire. La réalité de la société coréenne est assez distante pour nous. Mais de ce que je comprends, c'est une société très discriminante sur la classe et le genre, où le statut est l'alpha et l'oméga. Et toute proportion gardée, finalement, beaucoup des critiques sociales qui sont formulées dans le film sont transposables dans notre société. Et la société, c'est aussi la structure de la famille. La femme du personnage principal a sacrifié ses ambitions, sa carrière pour s'occuper de sa famille comme on l'attend d'une femme coréenne. Statutairement, travailler pour l'épouse d'un homme qui a réussi est vu comme quelque chose d'avilissant. On le comprend lors de l'échange qu'elle a avec une ancienne amie dans un cabinet dentaire. Et ces structures traditionnelles de la famille sont aussi le terrain de la critique et de la réinvention pour Park Chan-wook. Les enfants, par exemple, félicitent la mère quand elle trouve un emploi. On sait aussi qu'elle était plus diplômée et mieux rémunérée que son mari quand elle l'a rencontré. Et elle est solidaire de son aventure. Park Chan-wook développe une vision plus horizontale du couple. Ce film, finalement, c'est David contre Goliath. La structure contre l'individu. Goliath, ce ne sont pas les concurrents de notre anti-héros. C'est le système d'exploitation dans lequel ils sont tous. Et tous, ils essayent de recréer une société mineure, quelqu'un qu'ils aiment, une famille, un refuge donc, contre cette société majeure, le système comme on dit. Sauf que la conclusion du film, c'est qu'on n'en sort pas. Et à la fin, on voit ce que tout ça leur a coûté. C'est un film formidable. Si vous n'aimez pas, dites-moi en commentaire pourquoi, parce que je suis assez curieux de comprendre. Alors, j'imagine facilement ce que certains critiques pourraient reprocher au film. Certains inévitablement lui reprocheront son soin formel. Peut-être que d'autres lui reprocheront, pour faire de la critique sociale, d'avoir fait le choix du spectacle. Et puis je sais que d'autres encore lui reprocheront de ne pas avoir été assez loin. Mais tout ça, il y a d'autres films qui le font très bien. Park Chan-wook, il a décidé de mener son combat dans le champ du divertissement. Et il a raison, c'est comme ça qu'on touche les masses. Et c'est génial comme résultat, ça fait du bien. Le cinéma coréen, c'est pas très original ce que je vais dire, mais je ne cherche pas à l'être. C'est un de mes cinémas préférés. C'est un cinéma, enfin ce qui nous en parvient évidemment, qui réussit très bien à faire l'hybridation entre le spectacle et la critique sociale. D'ailleurs, il y a de très bons cinéastes coréens qui font plus qui ressemblent à du cinéma d'auteur européen, comme Hong Sang-soo par exemple. Moi, ce qui me plaît dans le cinéma coréen, justement, c'est cette diversité et cette capacité à faire à la fois des films d'art et des grands films de spectacle. D'ailleurs, je suis en train d'y réfléchir, alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse éventuellement des vidéos plutôt format essai sur des cinémas d'un pays ou d'une époque. Pour moi, des films comme ça, c'est ce qui manque en France.
On se trompe quand on veut faire des films comme Le Comte de Monte Cristo. Ça prouve qu'on a les moyens de faire du grand spectacle, mais on les met pas au service des bonnes œuvres. Alors si on prenait exemple, parce que pour moi, un film comme ça, c'est vraiment la quintessence du cinéma. À la fois message, art et spectacle. Mais ne me croyez pas sur parole. Allez-y, vous verrez.